Aujourd'hui, Manon Aubry, eurodéputée de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Vous vous plaisez au Parlement européen ? Ça va, on s'y sent plutôt à l'aise, même si c'est parfois un peu un bunker, dixit Jean Quatremer pour la Commission européenne. Justement, Jean Quatremer qui est à vos côtés. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour Katia-Aline Landaburu. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Jean Quatremer qui disait, juste avant le début de cette émission à Manon Aubry, si jamais Mélenchon était au pouvoir, je finirais dans un camp. Ça veut dire quoi ça ? C'est pas vrai, je dément complètement. Moi, je témoigne, il a dit ça, c'est vrai, tu l'as dit. Et Manon Aubry a dit, bah non, regardez, moi je suis gentille. Et puis on m'a dit que j'étais l'exception, mais sûrement les... Et pourquoi vous finiriez dans un camp si Mélenchon était au pouvoir ? Parce que je fais partie des gens qui sont persuadés que la gauche radicale, comme le communisme, ça n'a pas changé. Et au fond, ce sont les ennemis de la liberté. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela ou dans tous les pays qui soutiennent. C'est la boîte à meux du Venezuela, mais vous savez... Ils sont tous très bien. J'aime beaucoup la boîte à meux. La boîte à meux. La prochaine fois, je viendrai avec. C'est bien Mais ça, la boîte peut-être à meux. une précision de vocabulaire pour commencer, parce que moi, je co-préside le groupe de la gauche unitaire européenne, c'est notre nom. Ok, il n'est pas très sexy, mais... C'est les cocos au niveau européen, quoi. C'est pas vraiment les cocos, et nous, on n'aime pas trop se faire appeler la gauche radicale, parce que moi, je pense qu'on est plein de bon sens et plein de réalisme, et finalement que les radicaux, ce sont plutôt les libéraux, mais on aura l'occasion de leur discuter, parce qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Très bien. Demandez le programme de la faute à l'Europe. La transparence, c'est le mot à la mode. Ici, au Parlement européen, quasiment tous les élus de la gauche radicale à l'extrême droite. Allez, juste de la gauche, vous allez y arriver. On a le droit de dire l'extrême droite, en revanche ? Ah ça, vous voyez avec eux. Ah oui, d'accord. Ils veulent pas non plus. Moi, je pense qu'ils sont finalement, vraiment c'est ce qui vous d'extrême droite. rassemble avec l'extrême droite. Vous n'aimez pas la façon dont on vous Déjà appelle. Venezuela et En tout cas, ils connivence demandent avec plus de l'extrême droite. transparence. bien. Tous, la main sur le cœur, disent plus de transparence. Transparence dans les prises de décision, transparence des revenus, transparence des relations avec les lobbies. Voilà, un peu d'hypocrisie peut-être là-dedans, quoique. Et des mesures sont prises parfois pour faire plus blanc que blanc. Pour être transparent, marche-t-elle vraiment ? On va y revenir. Cela pose une fois encore la question de la place des députés européens dans la vie politique. Sont-ils vraiment légitimes aux yeux de l'opinion publique ? C'est intéressant parce que Manon Aubry, vous avez dit chez nos confrères de France Culture, notre rôle en tant qu'eurodéputé est extrêmement faible. On va en parler. En tout cas, c'est un bon sujet d'édito pour notre tonton flingueur, Jean Quatremer. En tout cas, ces dernières semaines, vous, les élus européens, vous avez auditionné, mis sur le grill les futurs commissaires européens. C'est comme si, en fait, l'Assemblée nationale auditionnait les ministres avant la formation d'un nouveau gouvernement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lors d'une des auditions, la commissaire croate, qui s'appelle, Jean ou Katia-Aline, vous allez me reprendre, Dubravka Šuica, très bien. C'est une ancienne institutrice, maire de Dubrovnik, et elle n'a pas voulu donner d'explication sur l'origine de sa fortune. Bon, pas grand-chose, 5 millions d'euros. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'institutrice, comment est-ce qu'elle a accumulé ce patrimoine ? Un député européen lui a posé la question, et Antonio Tajani, le président de séance, ex-président du Parlement européen, proche de Berlusconi, est intervenu. On écoute. Il y a 25 ans, vous étiez enseignante, vous aviez une vieille Renault, vous habitiez dans un petit appartement dans un HLM, vous avez fait de la politique et aujourd'hui on estime votre patrimoine à 5 millions d'euros. Une villa, 2 maisons, 2 appartements, un bateau, 3 voitures. Est-ce que vous pourriez partager votre recette avec nous pour obtenir un tel succès ? Merci. Notre tâche, ce n'est pas de parler ici d'argent, de patrimoine. Nous sommes à la commission. Il y a un avis. Non, mais, certes, tout le monde est libre, mais les questions aujourd'hui ne portent pas sur ces sujets-là. Voilà, donc en chevalier blanc, Antonio Tajani, enfin blanc, voilà. Enfin, lui, en tout cas, il intervient, et sachant que la commissaire croate, elle a dit, il n'y a pas de souci, moi je peux répondre. Katia-Aline, 2 questions. La première, est-ce que ça vous dérange qu'une commissaire désignée, ancienne institutrice, ait un capital de 5 millions d'euros ? Oui. Et ensuite, est-ce que vous trouvez que Antonio Tajani est dans son rôle de dire
Pourquoi on parle de ça? C'est pas la peine, on va pas parler de ça. Non, alors déjà, c'est pas Des le fait progrès à faire c'est sur pas le fait l'action qu'elle italien. comme fortune. Ce qui me dérange, c'est qu'elle ne puisse pas le justifier. Et l'intervention de Tajani montre vraiment qu'on est dans des auditions qui ressemblent à des discussions de marchands de tapis. Tu vas faire tomber mon commissaire, je vais faire tomber ton commissaire. Entre les groupes politiques. Oui, entre les groupes politiques. Hein. On va faire tomber. Il y en a 2 là qui sont tombés en commission jury de laquelle vous êtes membre. Et c'était, on fait tomber un mec de droite. Alors ok, alors on va faire tomber. Alors, ce sont les un commissaires hongrois et roumains Voilà, qui ont du été PPE. recalés pour conflit Et d'intérêts. on entendait un porte-parole du groupe PPE qui disait « Ah, vous voulez faire tomber des têtes, eh bien, il y en a d'autres qui vont tomber. » Donc on voit quand même, il y a une espèce de tension au Parlement européen. Chaque fois qu'il y a eu l'exercice, des têtes sont tombées, mais on sent une tension particulière. Cette année, je trouve, du fait peut-être parce que c'est Van der Leyen qui a été élu et pas le candidat tête de liste comme Donc, aurait voulu le Parlement. Ursula von der Leyen, l'ex-ministre de la élue à Défense quelques voix allemande près. et qui va devenir va prendre présidente de la la tête. Commission européenne. Voilà. Et élu à quelques voix près, ce qui est important aussi à remettre dans le contexte pour expliquer la faiblesse. Mais si je peux me permettre de commenter cet extrait, parce qu'on l'a eu en fait, on a eu l'équivalent dans plusieurs auditions. J'ai assisté à beaucoup d'auditions, et à chaque fois qu'on posait une question qui tenait compte Donc de potentiels je fais juste conflits les d'intérêts. sous-titres. Chaque commissaire Oh. désigné a été auditionné par les commissions à fait. parlementaires ici, compétentes en Sur le fonction de son fond. portefeuille, sur le fond. Avant l'examen. Exactement. Et cette étape intervient après la fameuse étape d'examen des conflits d'intérêts par la commission des affaires juridiques qui s'appelle Jury et dans laquelle je siège. Et on voit que les commissaires qui ont passé cette étape, ils se retrouvent après l'audition sur le fond et disent « Ah non, mais moi, je suis blanc comme neige, je n'ai plus de questions auxquelles répondre. » Et ça a été le cas d'ailleurs de Sylvie Goulard, la française, puisque j'ai passé l'étape de la commission des affaires juridiques. Mais précisément, le problème de fond, c'est que la procédure de la commission des affaires juridiques ne permet pas un examen indépendant, transparent et solide des conflits d'intérêts, à la fois parce que nous n'avons aucun moyen de l'investigation, les informations qui sont demandées aux commissaires sont extrêmement limitées. Juste pour vous donner un exemple, moi en tant que députée française, je dois donner plus d'informations à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique en France. C'est-à-dire quoi, pas de moyens d'investigation? Vous voudriez une police? Non, mais concrètement, vous avez, je vais vous donner un exemple concret. Vous avez un commissaire qui déclare qu'il a des actions dans des entreprises. J'ai aucun moyen de vérifier s'il a des actions dans d'autres entreprises. On parle de Joseph Borrell, là, Il y en a par plein. exemple. la bonne foi des commissaires. Il y en a plein. Gentiloni, il a des actions dans Amazon, LVMH, qui ne sont pas connus pour leur comportement exemplaire en matière fiscale. Et pourtant, il aura le portefeuille à l'économie. Donc on voit bien ici qu'on touche le cœur de la procédure de l'examen des conflits d'intérêts. Alors pour la Roumaine et pour le Hongrois, c'est la première fois que ça arrive, je crois, dans l'histoire du Parlement européen, que certains tombent pour conflit d'intérêts. Et à mon sens, il y avait conflit d'intérêts et il méritait de tomber. Mais en tout cas, il y a un 2 poids 2 mesures, puisque si eux tombent, bien d'autres auraient dû tomber, ce qui pointe les failles de la procédure. Jean, c'est une discussion de marchand de tapis ou c'est un vrai exercice démocratique? Bon, d'abord, on aimerait bien avoir le même en France. Il faut quand même juste poser les choses telles qu'elles sont. En France, on n'auditionne pas les ministres. Si on avait auditionné les ministres sur leurs conflits d'intérêts ou sur leurs compétences... On n'aurait pas eu Cahuzac. Non, mais pas seulement. On n'aurait pas Castaner. Il y a plein de gens qui ne seraient pas ministres aujourd'hui. Il y a quand même un nombre de gens incompétents absolument incroyable. Donc ce serait très bien qu'on ait ce genre d'exercice en France. Et il faudrait avoir un exercice aussi sur les conflits d'intérêts et sur l'argent des politiques. Et si on auditionnait ceux qui auditionnent aussi, alors qu'ils ont eux-mêmes dénoncé le risque de conflit d'intérêts chez plusieurs candidats à la Commission européenne, les eurodéputés ne sont-ils pas eux aussi exposés au même risque? Tout le monde doit être transparent, c'est une question de principe. Comment ça Moi aussi? Non, faut me faire confiance à moi. Il y a des enfants devant la télé, là. Non, mais attendez, voyons. Je crois que des enfants regardent la télévision, toi. 4 petites voix de majorité. L'amendement des Verts obligeant les députés européens à rendre public leur rencontre avec des lobbyistes n'a été adopté qu'à 4 voix de majorité au début de l'année. Signe qu'il y a encore de petites réticences ici même au Parlement européen à être véritablement transparent. Je vois Katia-Line sourire. Les règles sont pourtant de plus en plus contraignantes. Valérie Lerouge, le correspondant de France 2 ici à Bruxelles, nous fait un rappel utile. Vivons heureux, vivons cachés, c'est une expression qu'on aime bien ici dans les couloirs du Parlement européen. Et c'est notamment vrai en ce qui concerne les relations entre élus et lobbyistes. Les rapports parlementaires se suivent et se ressemblent pour réglementer ces relations, mais ils restent pour la plupart dans les placards.
En janvier dernier, à quelques mois des européennes, le Parlement a quand même adopté une nouvelle réglementation pour un peu plus de transparence. Ainsi, les présidents de commissions environnement, agriculture ou transport par exemple, et leurs rapporteurs doivent désormais publier la liste de leurs réunions avec les lobbyistes concernés par un débat en cours dans leur commission. Mais les coordinateurs ou les simples députés membres de la commission, qui vont pourtant peser dans le vote, n'ont pas à le faire. Et surtout, ça ne concerne que les rencontres formelles dans l'enceinte du Parlement. Celles qui se font dans les restos d'en face n'ont pas à être déclarées. Eh bien, même ça, c'était trop aux yeux du Parti populaire européen, le principal groupe politique ici. L'un de ses députés estimant que ce texte était une entrave à la manière dont les députés exercent leur mandat. Résultat, ils ont exigé un vote à bulletin secret et preuve que la transparence ne pose pas de problème qu'au PPE. Le texte est passé d'extrême justesse avec seulement 4 voix d'avance. Merci Valérie Le Rouge. Mademoiselle Aubry. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ce qui est important, un vote à bulletin ouais, secret c'est tout le paradoxe. sur un texte lié à la transparence. Et puis en plus, il faut garder en tête que ce qui a été adopté, c'est ce qu'on appelle l'empreinte législative. C'est la rencontre, en effet, des rapporteurs avec des lobbyistes. Mais il n'y a pas du tout un registre obligatoire encore ici au Parlement européen de lobbyistes, premièrement. Et puis deuxièmement, ce que le cas Goulard, maintenant qu'on va appeler ici dans l'institution européenne, illustre terriblement, c'est qu'aujourd'hui, un député européen peut être payé, recevoir de l'argent de la part de lobby. Et moi, je découvre... Le cas, c'est Sylvie Goulard, quand elle a été députée européenne, percevait 13 000 euros par mois Entre en plus. 10 000 à 13 000 Entre 10 à 13 000 euros par mois, payés par un think tank américain qui s'appelle l'Institut Berggruen. Qui s'appelle Berggruen. Ouais, mais elle n'est pas la seule. Et d'ailleurs, Jean Quatremer, qui avant cette émission, disait « Moi, si Berggruen me payait, j'arrêterais tout de suite le journalisme. » Et il y a une étude de Transparency... Justement, j'ai une proposition. Il y a une étude de Transparency International qui démontre qu'il y a même plus d'un tiers des députés qui perçoivent des sommes conséquentes d'argent. Et moi, je vous dis, alors c'est peut-être naïf, mais je viens d'être élue députée. Je trouve que le salaire est plutôt très confortable déjà. Vous allez vous enlacer d'ici peu. 8 750. 6 000 et quelques. Mais heureusement que nous, on en reverse une partie. Mais je trouve ça déjà dément et démesuré, déconnecté de la réalité. Et en plus, vous imaginez si vous percevez... reversez quoi, au régime ou... on reverse une partie à la France Insoumise. Moi, je reverse aussi une partie au secteur associatif. Mais c'est un choix personnel. Mais pour vous dire à quel point c'est déconnecté de la réalité. Et donc, je pense qu'on devrait interdire de percevoir des rémunérations extérieures, telles qu'elles soient, qu'on peut faire des exceptions à la rigueur sur de l'enseignement ou des droits d'auteur, comme ça se fait aux États-Unis. Interdire ou limiter? Moi, je pense ils n'interdisent pas aux États-Unis, ils limitent. Non, alors ils interdisent. Les Verts proposent de limiter les revenus extérieurs à 15% de l'indemnité parlementaire, soit 1 300 €. C'est ce qui se fait au Congrès. Par mois. Et c'est déjà énorme. Vous imaginez en fait, pour tous ceux qui nous regardent, imaginez quelqu'un qui est élu député européen, qui gagne plus de 6 000 € par mois. Quel est le sens à toucher, percevoir encore plus de 1 000 €? C'est sûr que votre indépendance, elle est sapée dans ce cas-là. Et c'est pour ça que nous, on appelle à la création aussi d'une haute autorité indépendante en charge de l'examen des conflits d'intérêts, à la fois des commissaires européens pour se sortir de la situation dans laquelle on a été, mais aussi pour passer au crible et à la loupe les députés. Mais alors, ils ont le droit de bien gagner leur vie quand même, les députés. Moi, je pense qu'un député... Oui, mais il faut qu'un député soit bien payé. D'abord, c'est un travail qui est extrêmement contraignant, astreignant. Je veux dire qu'on renonce à une grande partie de sa vie. Ils sont loin de chez eux. Je veux dire que ça va quand on prend le Thalys, c'est 1h15. Mais quand vous venez d'Estonie, quand vous venez du fin fond de la Grèce, etc., c'est quand même un boulot qui est crevant. Donc moi qui gagne bien leur vie, je trouve ça après, normal. Il y a une différence de pouvoir d'achat d'un pays à l'autre. C'est-à-dire qu'avec 1 500 € en Estonie... Laissez-moi terminer, Yann Anthony. C'est qu'au moment, qu'est-ce qui s'est passé à un moment? Chacun était payé au même salaire que les députés nationaux. Ce qui faisait que, par exemple, un Estonien était payé 600 € et il venait donc à Bruxelles payer 600 €. À Bruxelles, le niveau de vie, je veux dire, c'est pas 600 € par mois. Et donc le résultat, c'était quoi? C'est que ces députés, ils étaient facilement corruptibles. Le fait que le député gagne bien sa vie, ça le rend incorruptible. Mais là, il est précisément corrompu s'il est payé par des intérêts privés. Alors là, le problème maintenant, c'est qu'est-ce qui vient? Alors qui gagne 9 000 € brut par mois, je trouve ça normal. Mais est-ce qu'ils doivent recevoir des sommes de l'extérieur? Et moi, ça me pose là un vrai problème. D'abord, quand on fait un travail... Non, mais quand on fait un travail... Voilà. Oui, mais quand on fait un travail, quand vous
faites sérieusement, bon, je sais bien que pour vous c'est difficile à concevoir, mais quand vous faites sérieusement un travail, eh bien, je ne vous permets pas de parler ainsi à Manon Aubry. quand vous faites sérieusement un travail, Moi, je fais vous sérieusement mon travail. Il y a deux commissaires qui sont vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Moi, quand je vois des gens, par exemple, j'ai vu que Geoffroy Didier avait déclaré qu'il gagnait toujours 10 000 € par mois LR. de son cabinet d'avocat. Je suis désolé, on ne peut C'est pas être impossible. avocat et député en même temps. Alors, il y a des gens corrects. Par exemple, il y a une députée d'origine grecque de Renaissance qui continue, parce qu'elle est gynécologue, à exercer son métier gratuitement tous les vendredis dans un hôpital à Paris, parce qu'elle ne doit pas perdre ses compétences. Mais un avocat, il ne perd pas ses compétences, et au contraire, en devenant député européen, il a un carnet d'adresses d'enfer qu'il pourra rentabiliser par la suite. Donc, quand ils disent, oui, je perds un peu d'argent en venant à Bruxelles, parce qu'avant, je gagnais 20, 30 000, 40 000 €, c'est vrai, mais personne ne les a obligés C'est à pas venir vrai pour ici. tout le monde. Hein. Moi, j'ai multiplié mon salaire par 3. Je pense que c'est aussi... Parce que vous êtes de gauche. Bah oui, et que je viens aussi... Enfin, faut pas oublier que les élus sont censés être les représentants du peuple. On va sans doute en parler. Mais ils sont des élus qui représentent les gens, pas les intérêts privés. S'ils sont payés directement par des intérêts privés, alors dans quelle mesure et comment peuvent-ils représenter l'intérêt général? Et c'est ça le cœur du problème, au-delà même du montant. C'est pour ça que moi, je suis pour une règle assez stricte, et c'est d'ailleurs la proposition qu'on va faire. Et j'espère que le cas Sylvie Goulard hors droit d'auteur nous permettra, Votre hors idée, droit c'est quoi? d'auteur C'est et droit- enseignement, je pense voilà. qu'il faut exclure, dans une limite certaine, par exemple 10%, 15%, mais exclure hors des droit activités. d'auteur. Oui, parce Oui, que d'accord, mais je les vois venir. Donc, en gros, vous faites un bouquin, et puis après, vous avez un think tank qui vous achète 300 000 exemplaires de votre livre, et puis les droits d'auteur C'est sont... pour ça qu'il peut faut une arriver. autorité de contrôle. Oui, d'accord, C'est ok. pour ça qu'il faut une autorité de contrôle. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on mette en place à la fois une autorité de contrôle et cette règle stricte. Mais quand je vous écoute, Et c'est on des y gagnera un autorités, petit des peu. autorités, des Non, autorités. mais non, c'est parce qu'elle a dit. Mais le problème, non, mais quelle le mauvaise problème, foi. c'est que les- Alors là, je suis pas d'accord. Vous C'est parce qu'elle permettez dit. la ligne de gauche, là, vous permettez que juste que je m'exprime. Moi, ce qui m'hallucine Incroyable. sur le comportement des députés, c'est la réticence. Parce qu'ils sont prêts à faire des leçons à tout le monde. On dit aux autres Exact. institutions, vous faites la même chose. Mais la commission, ça fait un moment qu'ils sont obligés de rendre public leurs réunions. Et là, on voit, on l'impose aux eurodéputés. La droite est Et ça passe à consensuelle. 4 voix près. Quand on a imposé un code de conduite, c'était en janvier 2012, après le scandale là où des députés ont été payés par des lobbyistes pour faire passer des amendements. Et bien juste après sa code de conduite, janvier 2012, il y en a 200 députés qui n'ont pas du tout rempli les déclarations d'intérêt. Et il y en a même qui ont dit qu'ils étaient maîtres de l'univers. Il y a eu des déclarations tout à fait loufoques. Donc il est temps quand même que les parlementaires d'abord balayent devant leur porte. Une affaire Balkany à Bruxelles. Non. Impensable. Impensable. C'est étonnant d'ailleurs, parce que on surveille beaucoup plus un élu européen qu'un élu national. On va en parler. Les faits et gestes des élus européens sont sous étroite surveillance et on ne leur pardonne pas grand-chose. Pourquoi un traitement si particulier? Alors qu'au niveau national, l'opinion publique a longtemps été plus compréhensive avec ses élus, avec ses parlementaires, pas avec ses journalistes, heureusement. Est-ce parce qu'ils sont loin, les députés européens? Et puis d'ailleurs, qui sont ces députés européens? Manon Aubry nous disait dans cette émission qu'ils représentent le peuple. Est-ce qu'ils représentent vraiment le peuple? Voici l'édito du tonton flingueur de la faute à l'Europe, qui ne représente pas toujours le peuple, Jean Quatremer. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Qui sont ces députés européens qui auditionnent et éventuellement renvoient chez eux des commissaires pourtant désignés par des gouvernements parfaitement démocratiques? Ils le font, ces eurodéputés, nous disent-ils, au nom des peuples européens. Mais ces députés les représentent-ils vraiment? Franchement, non. Ils sont en réalité que les représentants de leur État, ou plutôt des partis politiques de leur pays, rien d'autre. En effet, ils sont élus dans le cadre de circonscriptions nationales et au scrutin proportionnel qui donnent le pouvoir aux partis politiques de décider qui sera en position éligible. Qui peut imaginer, par exemple, les députés En Marche faire autre chose que ce que leur dicte l'Élysée? Ils peuvent le faire, mais ils ne le feront qu'un mandat. Tout se passe en réalité comme si chaque pays élisait un petit Parlement national et l'envoyait siéger à Strasbourg. Le Parlement, ce n'est rien d'autre en réalité que 27 parlements nationaux siégeant côte à côte. En fait, il n'est pas vraiment différent du Conseil des ministres, l'organe où siègent les États. On me dira que le Parlement représente davantage les peuples. Mais pourquoi? Les gouvernements sont tout aussi légitimement élus que les eurodéputés et au moins le système de vote au sein du Conseil des ministres
donne son poids réel à chaque pays, puisqu'il faut, pour obtenir une majorité, réunir 55% des États représentant 65% de la population. En clair, chaque citoyen compte. En comparaison, le Parlement est une vaste blague démocratique, puisqu'un homme ou une femme ne pèse pas du même poids selon sa nationalité. Ainsi, il faut 12 fois moins de citoyens maltais pour élire un député que de citoyens français. Bref, le Parlement n'est absolument pas, en l'état actuel, le représentant d'un peuple européen, qui d'ailleurs n'existe pas. Si on veut remédier, les solutions sont simples. Il faut créer une circonscription transnationale dans laquelle au moins la moitié des députés seraient élus. Le pouvoir d'investiture dans cette circonscription reviendrait évidemment aux partis politiques européens et non aux partis nationaux. Enfin, il faut corriger la surreprésentation des petits pays afin de limiter les écarts de représentativité de 1 à 6 contre 1 à 12 actuellement. Et là, mais seulement là, les eurodéputés pourront donner des leçons de démocratie. Alors, une nouvelle fois, une leçon de la part de Jean Quatremer qui, dans la même émission, dit de bout en bout avec Manon Aubry, oui, les riches, l'argent, etc., c'est une catastrophe, c'est pas bien. Et puis qui dit là, dans son édito, que eh bien, le président Macron a bien raison avec son idée de liste transnationale. En même temps. C'est le en même temps à la Quatremer. Que vous en parliez à Jean-Luc Mélenchon, quand même, de ce revirement idéologique de Jean Quatremer. Il n'est pas le premier. C'est mon influence. Il retourne la veste, il retourne En attendant, quand Jean Quatremer dit le Parlement européen est une vaste blague démocratique. Mais quelque part, il pose une bonne question, notre cher. Ah, c'est pas une question. Ça fait mal. Ça m'arrache la tête, la bouche, on va dire, de dire ça, mais quand même. Mais c'est vrai, comment est-ce qu'on peut avoir une démocratie sans peuple européen? Comment on peut avoir une démocratie sans débat européen? Aujourd'hui, en fait, on a des électeurs qui vont voter pour un parti national sur base de thématiques nationales. Et au final, on a des élus qui vont prendre des décisions. Enfin, ce sont des groupes transnationaux qui vont prendre des décisions. Mais c'est la faute à qui? Alors, la faute à l'Europe, bien sûr. Évidemment. À qui voulez-vous que ça soit la faute? La faute à Bruxelles. Non, mais je veux dire, à un moment donné, il faut que les électeurs, il faut que les gens, avec le peuple européen dont vous parlez, ils se prennent en main. Parce que quand on essaye de parler d'Europe à la télévision, etc., les gens s'en fichent. Et c'est pas toujours de la faute des responsables. Les gens s'en fichent. Alors, Non, on va c'est dire que Jean va nous dire que notre vénérable Macron a essayé de changer les choses avec des listes transnationales qui auraient évidemment solutionné tout, puisque c'est un grand démocrate. Mais je suis pas sûre que ça soit non plus la situation idéale, parce qu'elle pose d'autres écueils. Et puis pourquoi, s'il était si grand démocrate, il veut des listes transnationales en Europe, et puis il institue des listes nationales en France, où on n'est pas redevable envers ses électeurs, mais envers les chefs de parti. Expliquez-moi cette logique un petit peu contradictoire. Manon Aubry lève le doigt. Allez-y, Manon. Et gentiment. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, juste pour dire que quand même, là, on a enfin un point de désaccord avec Jean Quatremer. Ah, vous me soulagez là. Voilà, C'est bon. Jean-Luc va être content. Vous allez rentrer de l'émission, il va vous féliciter. Pour vous rassurer, je ne rends pas de compte à Jean-Luc. De compte. Non, plus sérieusement, la question de fond, c'est aujourd'hui, qui c'est dans l'Union européenne qui est Ursula von der Leyen, qui a voté pour elle. Donc moi, je veux bien que les élus que nous sommes ne soyons pas légitimes, mais je pense que la Commission européenne a encore moins de légitimité et qu'on a besoin d'un Parlement européen fort qui exerce un contrôle démocratique sur la Commission européenne, sur le Conseil, parce qu'il y a quand même 3 institutions au niveau européen. Le Conseil, c'est les États membres qui discutent à huis clos, il n'y a pas de transparence sur les décisions. On a parlé de transparence pendant tout le long. Au moins, ici, au Parlement européen, tous nos débats sont publics, vous pouvez y assister, vous pouvez les commenter. Et je crois qu'on ne redonnera pas confiance aux gens dans les institutions européennes sans créer des institutions véritablement démocratiques. Quand vous dites vous pouvez y assister, vous pouvez les commenter, est-ce que les gens s'y intéressent? Quand je dis vous êtes c'est ouvert. vous en tant que journaliste. Non, mais d'accord, les journalistes et le peuple, est-ce que ça intéresse les gens? Une des difficultés aussi, c'est que moi, je m'en rends compte, pour réussir à faire intéresser les gens, les journalistes, etc., c'est super difficile parce que ce qui va faire la une des journaux, c'est un fait divers pendant une semaine. Enfin, on en revient à une question plus globale du traitement médiatique et des priorités médiatiques. Mais c'est vrai que quand on vote, je sais pas, un traité de libre-échange ici au Parlement européen, ça a une incidence sur le quotidien des gens. Il y a énormément de choses. Les mesures d'austérité budgétaire qu'on vote, qui vont limiter les investissements, notamment dans les services publics, ou toutes les mesures pour la transition écologique,
tout ça se décide ici au Parlement européen. Et je pense qu'on a intérêt à avoir un Parlement fort, un Parlement démocratique. Je rajouterai juste une dernière chose sur le déficit démocratique au niveau européen. Il faut rappeler que quand même dans cette grande démocratie européenne, nous, les seuls qui sommes directement élus par le peuple, on n'a pas l'initiative parlementaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer une directive européenne, on peut juste amender les propositions de la Commission, ce qui limite quand même notre pouvoir. Jean, quand vous dites que le Parlement européen est une vaste blague démocratique, ce que je voulais dire par rapport au peuple, c'est que finalement, on a le Parlement qu'on mérite. On a le Parlement qu'on mérite, et c'est vrai que si les gens s'intéressaient véritablement à l'Europe, ils feraient pression sur leurs États pour changer les traités. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que le Parlement a des... Oui, mais pourquoi est-ce que... Oui, mais par exemple, la France Insoumise, elle a fait une campagne avec Jean-Luc Mélenchon qui expliquait que les élections européennes étaient un référendum pour ou contre Macron. Il est l'un des premiers responsables de la dérive, justement, adémocratique des élections européennes. Parce que la ligne Macron a à la fois une incidence sur l'Union européenne et un suivi. Aujourd'hui, ce que fait Emmanuel Macron a un poids très important dans les institutions européennes. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il fallait partir une thématique européenne et pas une thématique nationale. On l'a expliqué pendant toute la campagne, mais on est aussi, il faut garder à l'esprit, on est aussi dans un contexte extrêmement difficile pour la démocratie, mais particulièrement pour la démocratie européenne, où en France, on n'a qu'un électeur sur 2 qui se déplace pour aller voter aux élections européennes. Plus qu'avant. Et ça, c'est aussi un enjeu, mais c'est beaucoup trop peu. Merci beaucoup, Manon Aubry, d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Merci, Catalina Nabourou et Jean Quatremer. Merci à Hugues Baudouin, Alexandre Rougier, Hélène Leroux et aux équipes du Parlement européen. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Faute à l'Europe sur France Info, parce qu'avec France Info, tout est plus clair, même l'Europe. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.